Bonjour tout le monde, bienvenue au 5e vidéo du bloc 3. On est rendu à la section 7.4 et on vient parler de puissance. Donc la définition de la puissance, c'est un taux de transfert d'énergie. Donc delta E sur delta T. On n'a pas encore parlé de E. Jusqu'à maintenant, l'énergie dont on parle, c'est l'énergie cinétique avec la lettre K majuscule. Par contre, on va parler d'énergie mécanique avec la lettre E dans le chapitre 8. Fait que je l'ai introduite tout de suite comme notation pour être plus cohérente quand vous aurez les deux chapitres mélangés un petit peu ensemble. Notre variation d'énergie ici, elle correspond au travail qui est effectué sur un objet. Donc, ça ressemble un petit peu ici au théorème de l'énergie cinétique qu'on a utilisé à la section 7.3. Donc, le travail, sa définition, je rappelle, c'est la force. En fait, c'est le résultat de l'application d'une force sur une certaine distance. Et c'est un résultat qui est une énergie, qui est en joule, de la même manière que l'énergie qu'on a ici. Donc là, on regarde ça, mais appliqué pendant un certain intervalle de temps. En fait, le déplacement qui résulte du travail, ou sur lequel le travail est défini, doit se faire dans un certain intervalle de temps. Donc, cette définition-là, ça va être pour une valeur moyenne. Quand on a un intervalle delta t, on va dire que c'est une valeur moyenne. Mais on peut aussi vouloir regarder ce qui se passe pour un court intervalle de temps pour obtenir une puissance instantanée. Là, je vais faire le lien entre les deux. Je repars avec la définition moyenne, mais le W, maintenant, je vais l'expliciter avec notre formule qui était F delta R cosinus de θ. Donc, tout ça sur delta t. Et pour que ça devienne une puissance instantanée, ce que je vais faire, c'est que les deux delta qui sont ici, je vais les utiliser pour un certain intervalle de temps très très petit, infinitésimal, donc dr sur dt avec le cos θ qui est là. Donc, j'obtiens fv cos θ puisque dr sur dt, c'est ma définition de la vitesse. Je ne peux pas faire ça avec une vitesse moyenne, pas s'il y a une variation dans la force ou dans l'angle d'application de la force. Donc, ça, c'est toujours vrai quand c'est instantané, avec une vitesse instantanée. La force, à ce moment-là, l'angle ça vient entre F et V. Au début, c'était entre F et delta R. Mais ça pourra quand même s'utiliser sur sur un intervalle de temps qui n'est pas instantané, si jamais on sait que la force reste constante et que l'angle d'application ne change pas non plus. Dans ce temps-là, ces deux équations-là deviennent vraiment équivalentes. Il faut juste faire attention justement s'il y a une variation dans la force ou dans l'angle, que là, ça devient absolument instantané comme définition. Donc, notre puissance, c'est des joules par seconde, comme ça ici, et l'unité qui correspond à ça dans le système international, c'est le watt, W-A-T-T. Dans le système impérial, puis c'est quand même encore utilisé pour les voitures, on parle de horsepower. Donc, je vous donne le facteur de conversion. Je pense qu'il y a certains numéros dans le Benson qui l'utilisent, mais vraiment pas tant que ça. Un fait intéressant de manière historique, c'est le fait que le horsepower n'est pas égal à un cheval vapeur, qui est parfois utilisé avec les unités CV. Cheval vapeur. Et la raison pour ça, c'est que le horsepower a été développé en Angleterre, au Royaume-Uni, par les Britanniques, qui parlent en anglais, donc horsepower. Le cheval vapeur a été développé comme unité en France. Puis apparemment, ils n'avaient pas tout à fait les mêmes chevaux, parce qu'un cheval vapeur, c'est égal à 738 watts. Juste une petite différence. Historiquement, ça s'est passé pendant la révolution industrielle, quand on essayait de comparer le travail qu'une machine à vapeur pouvait faire par rapport aux chevaux qui faisaient ce travail-là auparavant. Donc, machine à vapeur, de puissance, mais équivalent avec un cheval. Donc, si les Français et les Britanniques n'avaient pas exactement les mêmes chevaux, ça donnait une valeur moyenne légèrement différente. Ça, vraiment, c'est beaucoup moins utilisé parce que presque tous les contextes dans lesquels on utilise encore le système international nous viennent des Britanniques ou des Américains. Donc, le cheval vapeur est pas mal disparu. On va aller faire une application. Donc, l'exemple 10, qui est vraiment assez direct. On hisse une caisse via un treuil. Donc, la caisse est de 20 kg, vitesse constante, une pente inclinée. Le frottement n'était pas mentionné, j'ai même spécifié dans la parenthèse qu'il n'y avait pas de frottement. Et on cherche la puissance mécanique fournie par le treuil. Donc, dans un numéro comme celui-là, vu qu'on me dit que c'est à vitesse constante, je peux vraiment utiliser n'importe laquelle de mes deux définitions.
je vais aller avec celle qui est généralement plus vite. F, V, cosinus θ. À vitesse constante pour une force constante, on a le droit de le faire. La force ici, je devrais la trouver avec de la dynamique. Donc, encore une fois, ça se peut qu'on ait besoin d'une petite partie de dynamique pour être capable de compléter tous nos problèmes. Ça va diminuer au fur et à mesure qu'on va avoir vu tout le chapitre 8. Donc, si j'ai le poids, j'ai la tension, puis j'ai une force normale. Mais là, ce qu'on me demande, c'est la puissance mécanique fournie par le treuil qui est ici. Puis là, je suis en train de regarder les forces qui sont appliquées sur ma caisse qui est là. Mais en fait, la tension dans ma corde, elle vient de comment le treuil réussit à l'enrouler. Donc, le travail qui est effectué par le treuil finit par être transféré à ma caisse via la tension. Donc, ça va vraiment être la puissance par la tension qu'on va regarder pour faire le treuil. Ça donne que c'est la même lettre, là, mais c'est vraiment parce que c'est via la corde que le treuil réussit à appliquer sa force, donc à transférer d'énergie, donc de la puissance, à mon objet. Donc, dans ce cas-ci, avec ma somme des forces en X, je vais avoir la tension vers les X positifs, moins mg sinus de θ vers les X négatifs, donc le moins, avec une vitesse constante, donc une accélération nulle. Donc, je me trouve avec une tension qui est égale à mg sinus de 37 degrés. Ça va être la force en question ici. Donc, j'avais spécifié que c'est la tension, ça devient la force ici. Donc, mg sinus de 37 degrés fois la vitesse et l'angle qui est ici, ça va être 0. Donc, la force est vraiment appliquée le long de l'axe des X et la vitesse aussi est le long de l'axe des X, positif dans les deux cas. Donc, cos de 0 degré. Très souvent, les contextes dans lesquels on regarde la puissance sont une force qui sert directement à créer le mouvement. Donc, l'angle est très, très, très souvent de 0. Pas tout le temps, vérifiez-le quand même, mais ne soyez pas surpris que ça revienne souvent à un angle de 0. Donc, mes valeurs numériques, ça me fait 20 fois 9,8 sinus de 37 fois 2 mètres par seconde, ce qui me donne une puissance, ce sera pas long, mais valeur numérique, c'est caché. Donc, j'obtiens une puissance de 236. Et c'est des watts. Donc, souvent, les numéros de puissance sont assez rapides à résoudre parce qu'on va chercher des forces assez simples dans les contextes. Je vais passer tout de suite au prochain numéro, l'exemple 11. Ici, on utilise un débit. C'est un petit peu plus complexe comme numéro. On va avoir des divisions par le temps qui vont vraiment faire appel au fait que la puissance, c'est le travail divisé par l'intervalle de temps. Donc, je vais beaucoup plus utiliser la version de la puissance moyenne dans ce numéro-ci. Donc, ce qu'on a, c'est une pompe qui est cachée quelque part, qui prend l'eau d'un bassin, puis qui l'amène en haut pour lui donner, pour la faire éjecter. J'ai une belle petite fontaine ici. Donc, j'ai une hauteur de 5 mètres. La vitesse finale, donc à laquelle l'eau est éjectée ici, est de 0,5 mètres par seconde. Et la quantité fait que j'ai un débit de 20 litres par seconde. On peut supposer que la vitesse initiale ici était de 0 mètre par seconde parce que si c'est dans un bassin, ben, normalement, c'est pas en train de bouger de manière significative. Donc, pour aller trouver ma puissance ici, en utilisant la définition avec le travail, ce que je vais faire en fait, c'est commencer avec le théorème de l'énergie cinétique. Donc, somme des W est égale à delta K. Le travail, en fait, les travaux, ça va être celui de la gravité qui agit quand même sur l'eau pendant qu'elle monte et le travail fait par la pompe. Avec ici une demi mvf carré moins une demi mvi carré. Le travail fait par la gravité, assez facile à définir. On a notre formule de base, mg delta y.
Le travail fait par la pompe, en fait, on va vouloir l'isoler dans cette formule-là. J'avais une vitesse initiale nulle, donc il va me rester une demi mv final au carré. Là, le problème, c'est qu'on a des masses ici, alors qu'on n'a pas d'information de masse en tant que telle dans notre situation. Par contre, on a un débit qui est en litres par seconde, mais on a utilisé de l'eau, puis on sait que pour de l'eau, 1 kg, c'est 1 litre ou vice-versa. Donc, en fait, j'ai ici un débit que je peux transformer en taux de masse, kg par seconde. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser partout par l'intervalle de temps. Et comme ça, ici, je fais apparaître ce qui va être le débit, mon 20 kg par seconde que je connais. Et en même temps, ça fait apparaître le fait que je vais trouver la puissance fournie par la pompe. Donc, je vais avoir mon 20 kg par seconde fois 9,8 fois 5 mètres plus P fourni par la pompe qui va être égal à 1 demi fois 20 kg par seconde fois ma vitesse de 0,5 au carré. Et avec ça, je peux isoler le travail fourni par la pompe qui est de 983 watts. Donc, il y aura des contextes dans lesquels vous pourrez beaucoup plus facilement juste trouver vraiment le W divisé par le delta T. Mais dans les numéros de débit, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut un petit peu inclure la définition de la puissance, donc le delta T sur lequel on applique le travail, à l'intérieur du théorème de l'énergie.